Salut Jug. Pensez à moi parce que tu partageais une des vidéos sur la taverne. Ah ouais, laquelle? À quel sujet? Ça y est, je suis de retour. Là, normalement, mon interface me dit que le son est OK. Donc, contrairement à tout à l'heure, à la tentative de stream de tout à l'heure, j'ai du son. J'ai dû couper le stream, relancer le stream. Salut Ronan. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Une petite bière pour la route. Aujourd'hui, on reste dans les classiques, hein. C'est une gueuse. Une gueuse bonne. Très bonne gueuse. On démarre tranquillement. Et Grey Hunter, chasseur de grisailles. Comment ça va tout le monde? Eh bien, eh bien, eh bien. Si je nous mettais un petit fond musical, moi, qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? Euh, un petit fond musical. Pff, ah non, ça va casser les pieds. Ça va pas aller. C'est pas grave. C'est pas grave. Bonsoir à toutes et à tous, surtout à toutes. Et comme vous pouvez le constater, c'est encore la top forme génialissime. Bon, ça va, hein, ça va. J'ai été malade pendant 2 semaines, donc je reprends tout doucement, hein, ma voix aussi, tout ça, tout va bien. Fournisseur officiel de bière et de whisky. Mais non. Mais oui, aussi, ben oui, effectivement, oui, dans ce sens-là, oui, je l'avais pas vu sous cet angle. Tu es notre fournisseur officiel de bière, spéciale originale et de whisky. Alors, alors, on va y aller cash, hein, puisque l'assemblée, le noyau dur est présent, hein. Quand même, Ronan, Jug, Grey Hunter, bon, on pourrait en rajouter quelques-uns, mais ils ne sont peut-être pas là, ou alors ils se cachent dans les méandres du chat. On va commencer en force par une simple annonce. Voilà, ça fait un moment que j'y pense. Euh, Compte tenu des difficultés que j'ai à m'organiser en semaine pour préparer un stream de qualité le lundi soir, eh ben, j'ai préféré prendre la décision d'arrêter les streams. Voilà. D'arrêter les streams après avoir fini la campagne Défi Fantastique. Il reste 3 séances. Donc épisode 10 aujourd'hui, épisode 11 et épisode 12. Et au-delà de ce 12e épisode, il n'y aura normalement plus de stream paragraphe 14, du moins tant que je n'aurai pas retrouvé une vie normale où je peux faire un peu quelque chose de mon cerveau. Voilà. Parce que c'est voilà, c'est difficile. Le peu de temps que j'ai, bah, je le consacre à l'organisation de la maison, toutes les tâches que nécessite une maison, tout ce qu'il faut pour s'occuper de la famille, tout ça. Donc, fatalement, il ne me reste vraiment pas de temps, déjà pour moi-même. Alors, pour préparer les streams, bah, c'est pas possible. J'arrive toujours le lundi soir en mode catastrophe en me disant j'ai rien préparé, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça depuis des semaines et des semaines. Et donc, ça me met quand même une lourde pression, je dois admettre. Et plutôt que de faire les streams dans la catastrophe et avec cette pression, bah, je préfère arrêter. Je préfère arrêter parce que le but c'est quand même de faire ça avec plaisir et pas de se sentir oppressé par ça. Donc, euh, voilà, ça se comprend, on dit Jug, Twitch demande du temps, bah oui. Comme tu vois, il y a des vidéos que je partage et qui permettent de voir ce qu'est un livre-jeu tel que Jean Baudrillard. Voilà.
Ce qui ne veut pas dire que je mets la clé sous le paillasson de manière définitive et que voilà. Probablement qu'un jour je referai surface et que je vous servirai quelque chose d'intéressant. Mais là, pour vraiment faire du contenu comme j'ai envie de le faire, pour essayer d'augmenter un peu les vues sur la chaîne et tout ça, et d'essayer d'aller un peu de l'avant, bah, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. J'ai essayé, j'ai pensé, je me suis projeté dans des choses. J'avais des idées, mais rien n'est possible à mettre en place tel que je l'avais imaginé. Je voulais faire un jour de plus la semaine en aménageant mon horaire de travail, ce qui m'était permis, mais j'ai pas simplement réussi à le mettre en place, tout simplement, voilà, tout simplement, j'ai pas réussi à le mettre en place, parce que même le matin, c'est voilà, se lever plus tôt le matin, ça dépend de à quelle heure je me suis couché le soir, et quand le petit a décidé qu'il voulait pas dormir, je me couche à minuit ou à 1 heure du matin, donc forcément, le manque de sommeil se fait vite, et voilà. Donc le problème reste intact, quelle que soit la solution que j'essaye de trouver pour me dégager du temps. Et donc voilà, plutôt que de me mettre une pression impossible à supporter, je préfère interrompre de manière indéterminée, mais non définitive, les streams. Voilà. Ainsi, pour terminer en beauté, moi j'aurais voulu quand même faire certaines choses. En 3 streams, forcément boucler la campagne Défi Fantastique. Ça, c'est le principal. On a quand même fait 3 saisons de cette campagne. Voilà, c'est assez monumental. Donc, c'est chouette de pouvoir la terminer. Il n'y a pas de raison de ne pas la terminer. Voilà. Euh, les petites intros juste entre nous, on continue jusqu'à la fin. Celle d'aujourd'hui, voilà, j'ai prévu un truc bien particulier qu'on voit là, lecteur, héros, c'est le thème de la soirée. Euh, J'aurais voulu encore voir. Il y a plusieurs choses que j'aurais voulu voir pour boucler de manière cohérente ce que j'avais entamé avec vous. J'aurais bien voulu faire une séance de jargon supplémentaire, mais je pense que c'est ce qui me demanderait le plus de travail parce que il y a plein de chantiers ouverts et il faut les boucler. Et je pense que ça, je gagnerais peut-être en crédit auprès de vous, auprès de tout le monde, en le faisant de mon côté, tranquillou. Parce que de toute façon, c'est un sujet qui me passionne, donc je vais pas arrêter de me passionner pour ça. Et de vous servir à un truc, peut-être en dehors, peut-être que je ferai une vidéo YouTube, tout simplement, qui viendra clore le sujet, pas le clore, qui viendra clore ce que moi j'avais ouvert comme chapitre à propos du jargon, etc. Donc probablement que je vais opter pour cette solution-là, pour ce chapitre-là, qui était intéressant mais qui était assez difficile à prendre en main. Donc je vais continuer ma petite enquête de mon côté. Je vais ponctuellement, sans doute, poster un message sur la page Facebook. On ne reste pas, on ne se quitte pas de manière froide, brutale. Non, non, je reste là. Voilà, un peu dans l'ombre, mais je vais rester là et je vais continuer à m'intéresser au sujet. Donc, je vais probablement boucler le sujet des Jargonautes. On avait fait trois séances là-dessus. J'en ferai une quatrième, mais qui sera enregistrée en podcast tranquillement à mon aise. Je préfère me consacrer suffisamment de temps sur ce sujet-là pour vous donner quelque chose de qualité plutôt que de faire un truc à la va-vite un lundi soir. Donc ça ce sera au programme, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas quand, mais ça se fera. Ça se fera. J'aurais voulu également terminer l'article qu'on avait commencé la fois dernière. L'article était un peu plus pointu, mais pour ça, il faut au moins un petit peu d'organisation. J'ai encore pas pu réussir à le faire, donc ce soit le lundi prochain, soit le lundi, le dernier lundi. Mais on le fera. Et puis même si j'ai pas réussi à m'organiser pour le faire, on le fera quand même. Et puis on le fera à la bonne franquette. Mais bon, on le fera. On terminera cet article. Euh, J'aurais voulu éventuellement voir à consacrer un deuxième petite intro au site web, parce qu'il y en avait d'autres que j'ai pas pu vous montrer. Il y en avait, souvenez-vous, qui étaient en panne et que je savais pas vous montrer. Voilà, ça aurait été sympa que je vous les montre et puis qu'on puisse aller voir d'autres, genre des éditeurs auxquels on pense pas toujours, etc. J'avais envie de faire un focus sur les éditeurs. On a surtout montré les classiques, Alconos, Posidonia, tout ça, on connaît, mais d'autres éditeurs qui font des livres-jeux et on pourrait faire une séance web avec un focus sur les éditeurs. Donc il y aurait cette séance-là, la séance de clôture du texte scientifique de la fois dernière, là une séance sur les éditeurs, et puis cette séance d'aujourd'hui sur un texte un peu spécial que je voulais vous présenter. Donc voilà, ça fera les 3 séances, plus le podcast qui aura lieu un jour sur la question du jargon, quel jargon employer et pourquoi et pourquoi pas.
Voilà, toutes ces questions-là qui demandent quand même un peu de maîtrise, un peu d'investigation, toucher un peu à la narratologie, tout ça. Donc c'est dans mes cordes, mais bah, ça demande un peu de chipoterie. Donc voilà, je vous servirai ça sous forme de podcast plutôt. Ce sera sympa. Après, voilà, après j'aurais bien voulu quand même faire l'interview de Raphaël Lucas, mais le seul problème avec Raphaël Lucas, c'est que chaque fois je lui demande, ok, t'es toujours ok pour l'interview, quand est-ce qu'on s'organise ça? Il me fait, ouais, ouais, je t'en reparle ce soir, et puis ce soir, et puis 3 semaines plus tard, on est toujours au même point. Donc, voilà. Je vais encore le relancer parce que même si c'est en dehors du calendrier, je peux faire un stream comme ça, même si c'est au mois de décembre ou n'importe quoi. Ce sera de toute façon avant la fin de l'année, parce que au-delà, après, bon, j'en aurais marre, j'aurais plus envie de courir après ça. Mais je vous avais promis une interview de Raphaël Lucas. Ben, j'ai envie de tenir ma promesse. J'ai quand même lu son bouquin, on l'a décortiqué un peu ensemble, on a fait des trucs, on avait préparé cette interview ensemble. Donc c'est quand même con, très très con si je la fais pas. Voilà, c'est pas toujours de ma faute. Elle a été reportée plusieurs fois. Et maintenant, ben voilà, bon, les choses sont ce qu'elles sont. Mais j'avais quand même envie de vous servir. Donc voilà, les 3 intros dont je vous parle, les 3 dernières séances de la campagne de jeu de rôle et bah, l'interview de Raphaël Lucas que j'aimerais quand même bien mettre en place d'ici avant la fin de l'année. Donc, on va se voir encore. Vous inquiétez pas, on va encore se voir. On ne se quitte pas brutalement. Je reste sur les réseaux, je reste sur le groupe Facebook, je reste sur la page Facebook, je reste éventuellement même sur les forums si je vais jeter un œil. Donc, je ne me coupe pas du monde. On peut toujours rester en contact. Si ça vous dit, vous pouvez m'ajouter comme ami aussi, comme vraie personne hein, sur le Facebook. Hein, si vous voulez qu'on reste en contact de manière plus amicale, c'est possible aussi. Bon, voilà. Pour vous dire mon véritable nom, c'est Olivier Monseur. Voilà, comme Monsieur sans I, comme je dis toujours. Nous y sommes. Un petit rappel pour ceux que ça intéresse, les 21-22 juin 2024, colloque les 50 ans du jeu de rôle. Voilà, 50 ans du jeu de rôle, état des lieux et perspectives. Pour ceux qui ont envie de taper ça 50 ans. Il y a une URL, ça commence par 50 ans en JDR, et puis c'est un truc scienceconf.org, c'est un machin universitaire. Mais tapez colloque 50 ans du jeu de rôle, vous allez trouver ça. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je le dis, ça existe. À l'occasion du 50e anniversaire de Donjons et Dragons, l'université Sorbonne Paris-Nord et La Rochelle Université organisent du 21 au 22 juin 2024 un colloque de 2 journées d'études dédié au jeu de rôle et une troisième le 23 juin à la pratique. Ok. Voilà, après 5 décennies de création, le jeu de rôle semble connaître un nouveau souffle, aussi bien en termes de public que de pratique, de contenu d'affluence, c'est exact. Voilà, donc ceux que ça intéresse, allez jeter un oeil. Moi j'étais allé à la première édition de ce colloque il y a déjà quelques temps, c'était sympa. Donc voilà, ici pour marquer les 50 ans, allez jeter un oeil là-bas si vous êtes dans le coin. Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Sans être exhaustif, 4 axes thématiques viennent questionner la pratique du jeu de rôle aujourd'hui. Game design et théorie du jeu de rôle. Donc de nouveaux dispositifs pour l'interrogation, de nouveaux récits pour l'interrogation. Pratique et expérience, de nouvelles façons de jouer. Représentation et médiation, un nouveau regard sur le jeu de rôle. Sociologie des joueurs, de nouveaux publics, le retour du jeu de rôle. Retour, enfin, il est jamais parti le jeu de rôle. Hein, mais... Voilà, voilà. Je crois que l'appel à communication, l'appel à conférence, etc. est toujours en cours. Donc, s'il y en a qui se sentent d'aller déblatérer des choses là-bas, ils peuvent. Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Un document assez particulier qui s'appelle On ne naît pas héros, on le devient. Entre parenthèses, naissance du lecteur comme personnage dans les fictions à embranchement de Laurent Bozard, de la Haute École de la province de Liège. C'est par chez moi, c'est en Belgique. J'ai moi-même fait des études à la Haute École de la province de Liège. Euh, c'est sur le site, c'est sur un site belge de partage d'articles scientifiques et autres, voilà, qu'on peut trouver librement ici. Donc, l'URL, je vous la mets. Ah bah non, elle n'est pas besoin, elle circule en bas du chat pas en bas du vrai chat, mais en bas de la retransmission du chat sur mon overlay. Vous voyez les crédits et à la fin des crédits, vous avez le lien. Voilà.
Sinon, vous tapez le titre du document, probablement que vous retomberez dessus assez facilement également. Salut tout le monde. Sans mes lunettes, j'ai pas mis mes lunettes, alors le rouge sur fond noir. Arsène Lupin, carrément. En personne. Donc voilà, on n'en est pas héros, on devient un Renaissance du lecteur comme personnage à la fiction. Franchement, c'était de. Donc Laurent Bozard, c'est qui? Voilà, on trouve un post sur son LinkedIn euh, qui dit il y a 5 mois. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de former des bibliothécaires à l'assaut des littératures d'aventure. Blablabla. Et apparemment, c'est un gars voilà, qui fait partie de l'équipe de la bibliothèque de la province, hein, à cellule numérique. Voilà, Laurent Bozard, médiateur numérique. Voilà sa petite tête, hein, pour ceux qui veulent. On ne n'est pas héros, on le devient. Donc pourquoi est-ce qu'il a... Il a écrit ça en 2018. Donc je ne sais pas, est-ce que c'était Ah oui, non, c'est juste, je l'ai trouvé. C'était dans le cadre d'un colloque, ça défile d'ailleurs en bas, comme je l'avais dit. Donc c'est voilà, article scientifique rédigé à l'occasion du colloque international Naître et renaître dans les fictions pour enfance et la jeunesse, à l'université de Lille 3, voilà, en 2018. C'est un texte que je n'ai pas lu. Je l'ai parcouru en zigzag, hein, mais voilà. Il est très bien documenté. Il va chercher à des sources qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, sauf quand on va chercher les articles scientifiques comme celui qu'on a lu la fois dernière. Hein. Ça, avec moi, vous avez l'habitude. Hein, je vais chercher des sources aussi un peu particulières, mais voilà, c'est le genre à faire pareil. Résumé de l'article, c'est quoi? Les récits à embranchement possèdent quelques spécificités narratives qui visent à encourager le lecteur dans l'appropriation du récit qu'il est en train de lire. Donc on est dans le rapport entre le lecteur et le texte. Cette étude propose d'examiner les stratégies développées par les auteurs pour immerger le lecteur dans l'univers ludique et fictionnel et, le cas échéant, l'inciter à rejouer, relire. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que ça va être écrit dans un langage qui est quand même plus familier, enfin pas familier, mais en tout cas moins scientifique, moins ardu que les articles qui notamment lui ont servi de source. Hein. C'est là que ça va être intéressant parce que ça va faire la synthèse de toute une série de choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on s'intéresse au domaine, quand on étudie l'histoire du livre dans d'autres héros, tout ça. On ne s'intéresse pas toujours à ces aspects-là et ça va être intéressant de s'y plonger. Oui, donc si tu ne le savais pas, Arsène Lupin, ici, on fait de la lecture commentée essentiellement, pour le moment. Et d'ici 1 heure à peu près, on switchera sur une partie de jeu de rôle. Là, on fait de la lecture commentée sur l'article que je viens de vous présenter ici. Un des principes fondateurs de la littérature à embranchement, qualifié plus généralement de livre dont vous êtes le héros, est de faire incarner au lecteur un personnage qu'il va jouer, entre guillemets, et faire progresser dans l'intrigue. De ses interactions avec le texte, et on met entre parenthèses paragraphe, chapitre, planche, case, etc., va naître une fiction qu'il s'agira de mener à un terme, positif ou négatif. Dans ce dernier cas, le lecteur sera généralement invité à rejouer, à recommencer sa lecture, à renaître. Okay. Cette étude propose un panorama des déclinaisons contemporaines en français de ce type de fiction en s'attardant sur les modalités d'entrée et de sortie de jeu, les naissances et renaissances du lecteur. Archéologie des littératures à embranchement. Les littératures à embranchement, aussi appelées arborescentes, sont nées d'une double tension qui parcourra le genre jusqu'à aujourd'hui. La littérature d'une part, l'aventure de l'autre. Une partie des textes originels vise principalement la dimension labyrinthique du texte. Ça, je vous en reparlerai après, la dimension labyrinthique. Il y a un bouquin intéressant qui est sorti sur le sujet. Ou la contrainte comme génératrice de récit. Donc, la dimension labyrinthique du texte ou la contrainte comme génératrice. Ah oui, d'accord. Donc, la dimension labyrinthique ou la contrainte. Oui, je suppose qu'il parle de la contrainte de l'écriture, de l'architecture du récit, quoi. Il s'agit avant tout d'un jeu, entre parenthèses littéraire. Donc ici, on parle du postulat qu'on est avant tout dans un jeu. Bon, voilà. On avait le dilemme livre-jeu, est-ce que c'est d'abord un livre, d'abord un jeu? Ici, on prend le parti, c'est d'abord un jeu. Bon, ok.
Ainsi, José Luis Borges, oui, dans le jardin au sentier qui bifurque, de 1941, imagine un livre à l'image d'un labyrinthe aux histoires multiples que seul le lecteur peut actualiser et mener à terme. Raymond Queneau compose en 61 un contre à votre façon, dans lequel ce qui importe est moins l'histoire en elle-même que le procédé de lecture originale. La sollicitation directe du lecteur par le tutoiement est encore à l'œuvre dans Si par une nuit d'hiver, un voyageur, d'Italo Calvino, 79, qui se veut un jeu littéraire constant entre texte et métatexte. Métatexte, métalittérature, tout ça, c'est vraiment. La métalittérature, on avait défini ça, hein, c'est tout l'ensemble du corpus littéraire qui traite de lui-même. Hein, on va dire, ça peut être autant de. C'est un texte, c'est un texte littéraire, de réflexion, de mise en abîme sur la littérature elle-même, qui peut s'apparenter parfois à une forme de jeu. L'autre source de ce type de fiction provient du jeu de rôle. Steve Jackson et Ian Livingstone publient en 82 sur scène La Montagne de Feu, le premier livre de la série des livres dont vous êtes le héros, dénomination française chez Gallimard. On y retrouve l'univers rôliste, heroic fantasy, imaginaire fantastique, aventure, mais aussi dimension ludique avancée, présence de dés, feuilles de personnages, habiletés, lecture accompagnée d'un crayon et d'une gomme. La spécificité narrative de ce type de roman est qu'il est divisé en un grand nombre de paragraphes qui fragmentent la lecture et nécessitent une manipulation physique de l'objet livre. On part aussi du postulat que c'est un roman. Ce sont des romans. Ça, on a peut-être eu l'occasion d'en parler aussi. Si on devait le classifier dans un tout grand genre, au jeu, en général, on est dans le roman. Ce qui est curieux quand on part aussi du postulat que c'est d'abord un jeu. C'est là toute l'ambiguïté, l'ambivalence du livre-jeu. Tout au long de leur histoire, les fictions arborescentes vont être tiraillées entre ces deux pôles parfois peu conciliables. Les ambitions littéraires d'une part, fictionnelles de l'autre. Donc, ce qui ressort de l'écriture, du style de la littérature, quoi, et ce qui ressort d'autre part de l'histoire en elle, du développement de l'histoire en elle-même. En somme, la littérature contre l'aventure. D'une certaine manière, cette dualité est aussi doublée d'un rapport entre monde anglo-saxon, okay, l'univers rôliste, il dit entre parenthèses, et monde francophone, ambition romanesque. Ah, ok. Je sais pas si j'aurais mis univers rôliste pour l'anglo-saxon. En tout cas, ambition romanesque pour le monde francophone, je suis assez d'accord. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a peut-être davantage monde anglo-saxon. Je ne sais pas, ambition romanesque. Il y a peut-être un côté plus ludique dans la littérature anglo-saxonne. C'est ça, peut-être qu'il veut parler simplement du côté plus difficulté, des règles qui sont mises en avant, et avec le principe de rejouabilité qui est extrêmement mis en avant dans la littérature du jeu anglo-saxonne, de livre-jeu. Tant que dans le monde francophone, on est plus dans l'ambition romanesque, même si on peut retrouver aussi, bien sûr, ces côtés, ces règles importantes. Avec Gildas Sago, dit Jules, on est en plein dans l'ambition romanesque. Oui, on est avec Gildas Sago, on est carrément dans l'ambiguïté. Justement, lui, il est vraiment victime de cette ambiguïté. Il savait pas à quel moment il fallait être dans le jeu, à quel moment il fallait être dans la littérature. Il était vraiment prisonnier de quelque chose. Et il n'a pas su en sortir. Et dans ses sources, hein, vous voyez, appel de note numéro 2 ici, Boris Solinsky à la marge de la lecture et du ludique, c'est un texte qu'on avait eu l'occasion de parcourir ensemble. Hein. Un texte scientifique. Aux frontières des fictions. Les fictions à embranchement sont à l'intersection de 4 pôles constitués par l'origine du genre, parenthèse jeu de rôle, et son évolution, jeu vidéo. Là, je ne sais pas pourquoi. Mais aussi par son format livre et son fonctionnement, jeu de plateau. Ok, alors, ok, d'accord. Alors, on part du postulat que les fictions à embranchement, donc là, on prend encore un autre terme. On dit les fictions à embranchement, au sens très large. Donc, ça inclurait les, les, les aventures, les récits interactifs sur le web, tout ça. Donc, 4 pôles, plutôt jeu de rôle pour le genre,
Mais si on se réfère au genre littéraire, bah, on est dans le roman. Donc, et de quel genre il parle? Genre ludique alors? Est-ce que le jeu de rôle est un genre en soi? Ok, on va le voir comme ça. L'origine du genre. Dans le jeu de rôle, alors, c'est pas, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que on a vu, on a vu que le livre-jeu préexiste au jeu de rôle largement. Donc, je ne sais pas si c'est judicieux de dire que l'origine est le jeu de rôle. Après, il y a peut-être un- une renaissance du livre-jeu qui puise directement au jeu de rôle. Et là, on pourrait parler d'origine dans le jeu de rôle, en tout cas dans le livre-jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui, est clairement inspiré du jeu de rôle, c'est sûr. Maintenant, on peut chipoter longtemps sur la question. L'évolution jeu vidéo, donc on part du postulat que c'est bien le livre-jeu qui a donné naissance, qui a rendu possible le jeu vidéo. En tout cas, c'est la fiction en branchement qui a rendu possible ça. Et ça, on a vu avec Raphaël Lucas que c'était pas loin d'être vrai, effectivement. Le format, c'est le livre, ouais, et le fonctionnement, jeu de plateau. Alors là, un peu, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est pas vraiment dire pour dire? Est-ce que c'est pas vraiment pour insister un peu trop sur le fait que le livre dont vous êtes l'heureux est au carrefour de tout un tas de bazar, ce qui au final ne lui rend pas tellement service parce que au lieu de lui donner ses lettres de noblesse et une personnalité, finalement ça le dilue dans une série d'éléments qu'on n'analyse pas du tout dans ici. Enfin bon, ça c'est mon analyse personnelle. Pourquoi j'espère qu'il sortira des sentiers battus? Pourquoi pas j'espère qu'il sortira des sentiers battus? Ah oui. Parfois je tombe dans la conversation, je sais pas de combat. Le MOOC 8 du Marteau et l'Enclume expose le livre-jeu bien plus tôt que le jeu de rôle dans le temps. Bah oui, mais ça, c'est une évidence. Le livre-jeu est né avant le jeu de rôle. Ça, c'est une évidence claire et nette. Ça, c'est sûr et certain. C'est une évidence. Le récit fictionnel, la fiction en branchement préexiste au jeu de rôle. C'est une évidence. Maintenant, tous les ingrédients propices à la création du jeu de rôle et propices à la création des fictions en branchement se chevauchent, hein. Mais quand on lit les différents textes de Raphaël Lucas, notamment ceux qu'on avait abordés ensemble dans les précédentes vidéos, bah, on voit bien que ce sont des choses qui s'interpénètrent, qui sont solidaires l'une de l'autre, et c'est la question de l'œuf ou de la poule, quoi. Hein, c'est... Voilà. Enfin bon, on va encore passer la nuit à lire cet article, je le sens. Des jeux de rôle. Elles retiennent initialement les univers, fantasy, aventure, et le mode de fonctionnement. On pourrait dire que ça le prend de la littérature, pas plus du jeu de rôle que de la littérature, je sais pas. Du livre, elle utilise le format tantôt sur un schéma très interactif, manipulation constante de l'objet pour naviguer entre les paragraphes. Ici, on parle d'interactivité au sens toucher l'objet. Bah, c'est pas plus interactif alors que n'importe quel roman où on pourrait aller à la table des matières ou je sais pas quoi. Enfin, bon, c'est un parti pris, mais moi je l'aurais pas utilisé. J'aurais pas utilisé le mot interactif pour dire ça. Tantôt moins, tantôt donc très interactif, tantôt moins interactif. Entre parenthèses, le découpage en chapitres. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Du jeu de plateau, elles retiennent la dimension visuelle, esthétique et graphisme du jeu de plateau. Non. Non. Je sais pas. Tout comme la dimension ludique, présence d'énigmes, de casse-tête. Ouais, alors à ce moment-là, on n'est pas forcément dans le récit en branchement, mais dans la littérature, dans le récit, le récit non linéaire, tout simplement. Et alors là, on est dans les livres-jeux à énigmes, etc., les escape books et tout ça. Là, on est dans un autre registre. Et là, effectivement, il y a une inspiration peut-être du jeu de plateau, etc. Est-ce qu'il mélange les deux? Pas dans le sens, est-ce qu'il fait pas la distinction, est-ce qu'il est con, mais est-ce qu'il considère ça comme un tout? C'est pas clair. Pour le moment, c'est pas clair. Enfin, si elle précède pour partie l'émergence des jeux vidéo, on voit qu'elles y puisent aujourd'hui certaines thématiques ou univers, mais aussi que la technologie tend à apparaître en complément du format papier. Déclinaison de certains romans Gallimard sur tablette et smartphone ou intégration d'une lecture virtuelle dans certains albums comme Le Héros c'est moi, Princesse et Chevalier, dont la couverture est estampillée avec, entre guillemets, avec plus de 60 surprises en réalité augmentée. Oui, mais ça c'est effectivement, c'est juste contre. Mais ce qui n'est pas clair, je trouve, là-dedans, c'est comment il définit fiction en branchement. Et moi j'ai l'impression, puisqu'il en parle juste avant, j'ai l'impression qu'il fait quand même l'amalgame clair avec Livre dont vous êtes le héros, puisqu'il dit
un des principes fondateurs de la littérature à embranchement, qualifié plus généralement de livre dont vous êtes le héros. Donc pour lui, dans son texte, il faut partir du principe que quand il parle de littérature à embranchement, et donc a fortiori de fiction à embranchement, comme c'était le cas dans le paragraphe qu'on venait de lire, pour lui, livre dont vous êtes le héros, c'est la même chose. Donc, où sont les escape books, où se positionne la littérature non linéaire par rapport au récit en branchement, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc ça, voilà, ça c'est dommage, c'est pas clair. Donc c'est intéressant, il y a des idées, mais pour moi, ça manque de clarté sur ce sujet-là et ça me laisse sur ma faim. Je sais pas vous. Pas faux, nous dit Jules, car on a des livres qui se passent dans des jeux vidéo tels Minecraft, l'Escape Book. Bah oui. Il s'agit, donc immersion, il s'agit à présent d'interroger la manière dont ces littératures proposent d'entrer dans la fiction, de franchir le portail de la prose. L'expression, ça il nous dit dans une note, c'est Jasper Ford, avec deux F, hein, rien à voir avec la marque de voiture, marque la possibilité de passer d'un monde à un autre, d'entrer dans les œuvres de fiction. L'expression imaginée par Jasper Ford. Ok. Donc, franchir le portail de la prose. Gordon Calera propose une typologie de l'engagement dans les jeux vidéo qui peut en majeure partie être reprise dans les récits à embranchement. Celle-ci est décomposée en 6 types que l'on peut aisément retrouver dans l'exemple fourni par les défis du pharaon. Qu'est-ce que c'est Les défis du pharaon dans la peau de Ramsès II. Tu es le héros. Ok. Est-ce que je l'ai ça Tu es le... je ne sais plus. C'est un truc d'histoire, à mon avis, jeune public. Donc, typologie en 6 types, et on peut en retrouver l'exemple fourni par les différents. En effet, les 2 premières pages du livre, avant le premier chapitre, liséré de vert, ça veut dire encadré par une ligne verte, donne au lecteur un aperçu de l'engagement qu'il pourra mettre en œuvre au cours de sa lecture. L'engagement y est avant tout affectif, les émotions suscitées par le jeu. On est bien dans le rapport entre le lecteur et le texte, c'est bien l'objet de l'article. Dans un premier paragraphe qui encourage le lecteur à se forger une destinée extraordinaire. Un incroyable destin t'attend. Il est aussi narratif, intérêt pour le récit généré, à travers les exhortations à l'aventure. Tu devras faire preuve d'autorité, de sagesse et d'énergie pour mener tous ces projets de front. Ce genre d'injonction qui se retrouvait aussi parfois dans certains livres dont vous êtes les héros. Mais aussi le recadrage historique proposé, ton histoire dans la grande histoire. Il vise également à suggérer la maîtrise des contrôles kinesthésiques dans l'explication du dispositif de choix à poser. Au cours de ce roman, plusieurs choix vont s'offrir à toi. Il permet encore au lecteur d'imaginer l'univers de fiction et de se le représenter partiellement via la cartographie. Là, on a une approche donc spatiale, structure et géographie des lieux. C'est le cas de la carte de l'Égypte de Ramsès II. Enfin, on retrouve l'engagement ludique, possibilité de choix, ici représentée par les quiz, points à gagner et autres tableaux de score. On retrouve... l'engagement ludique. Okay. On retrouve ainsi les 4 axes correspondant aux frontières des livres à embranchement. Interface physique, le livre, spatialité, jeu vidéo, narrativité, jeu de rôle et jouabilité, jeu de plateau. Il y a un biais parce que moi, il me semble que voilà, les quiz et des points à gagner et les scores, ça peut aussi être, moi je pensais à une variable psychologique, ça peut aussi être simplement la récompense. Et ça, en pédagogie, c'est pas nouveau. Hein. Est-ce que c'est vraiment l'héritage du jeu de plateau? Je sais pas. Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose de plus intuitif, de plus normalisé? Je sais pas. Je sais pas, c'est une question ouverte. Dans ce type de littérature, les premières pages visent constamment à créer l'immersion imaginative ou fictionnelle. Okay.
les premières pages, donc oui. Ce qu'on dirait l'incipit quoi, dans un roman. Toutefois, là où le jeu vidéo ou le roman peuvent se permettre de commencer in medias res, les livres à embranchement proposent généralement un mode d'emploi avant de véritablement immerger le lecteur dans l'univers fictionnel. Cela se traduit au minimum par une ou deux pages intitulées Comment lire ce livre, qui explique comment s'effectuent les choix à la fin des chapitres paragraphes. Ce premier incipit technique est souvent accompagné d'autres préludes axés sur l'immersion diégétique ou spatiale. Ouh là là, diégétique. Là, on avait un terme de narratologie. Il faut en reprendre une définition plus sérieuse que ce que je pourrais vous reconstituer de tête, relatif à la diégèse, à l'espace-temps dans lequel se déroule l'histoire proposée par la fiction. On avait l'intradiégétique, par exemple, ou quoi qui est relatif à l'histoire elle-même, ou relatif à... où on a ce qui est relatif en dehors de l'histoire, ce qui est relatif à l'histoire. Diégétique, narratologie qui relève de la narration. Ça, c'est un mot qui tourne un peu en rond. Niveau diégétique. Qui relève de la diégèse, c'est-à-dire qui fait partie de l'action ou qui est lié aux événements dans une œuvre de fiction. Voilà, qui relève de la diégèse, qui fait partie. Voilà. Qui se rapporte ou appartient à l'histoire, donc qui appartient strictement à l'univers fictif. Ouais, on peut mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Voilà, c'est pas toujours des mots très heureux qui méritent d'être définis avant de s'attaquer à ça. Il s'agit donc l'immersion, ouais. Il s'agit dès lors de démontrer la plausibilité de l'univers, la crédibilité des personnages ou la cohérence des événements. Dans la série Le docu dont tu es le héros, j'en ai quelques-uns, ça de chez Fleurus, le docu dont tu es le héros, les pages liminaires, c'est-à-dire les premières pages, qui sont normalement c'est des pages qui sont avant le début du récit, sont ainsi constituées de 6 parties. Es-tu prêt à partir en mission et comment ça marche? Modalité de fonctionnement de la lecture. Bienvenue dans l'aventure, mise en contexte historique. Et toi, dans tout ça, rôle du personnage à incarner dans la diégèse, dans l'histoire. En gros, ça veut dire que, en gros, tout ce qui est règle, ici, considérez que tout ce qui est règle, partie liminaire, tout ça, c'est extra-diégétique, c'est en dehors de la diégèse. Et une fois qu'on est dans l'aventure, on est dans l'intra-diégétique, on est dans l'aventure, quoi, dans l'histoire. Et dès que vous avez un rappel de règles, par exemple, ou si on vous dit lancer les dés, on n'est pas dans l'intra-diégétique, on est dans l'extra-diégétique. Voilà. Galerie de personnages, crédibilité et univers. Carte et schéma en référence à la plausibilité. Tout ça, c'était dans les pages liminaires. On explique ce qu'il y a dedans et en quoi ça sert à la diégèse, donc à l'aventure. Mais ces pages liminaires visent avant tout à impliquer le lecteur via l'immersion narrative ou temporelle. Donc, quelque part, on est quand même déjà dans la narration. C'est ambigu. Hein. On essaye déjà d'entraîner le lecteur. On a l'accroche, ça me rappelle J.H. Brennan, quand, quand on commençait les quêtes du Graal de J.H. Brennan, le personnage Pip, il est happé par un sortilège que lance Merlin. Et c'est comme ça qu'il arrive dans l'histoire. Donc, rien que dans l'accroche extra-diégétique, théoriquement, du truc, en fait, J.H. Brennan, il transformait l'extra-diégétique en intra-diégétique. C'est ça qui est génial. Il transformait les éléments de règles et les éléments explicatifs en éléments narratifs. C'était une grande puissance chez lui. C'était une grande force. J'étais admiratif de ça. Sauf qu'ici, tout ça est mis en vis-à-vis. Quoi. C'est deux choses différentes ici, apparemment. Voilà. Mais ces pages liminaires visent avant tout à impliquer le lecteur. Voilà, c'est ça que je voulais en venir. C'est parce que le but, c'est d'impliquer le lecteur. Donc, il y a quand même des accroches, des apostrophes, comme celles qu'on a lues, entre guillemets, la bienvenue dans l'aventure, etc. Il faut quand même des éléments qui accrochent le lecteur. Et c'est de ça dont on parle ici. C'est dommage qu'il ne fait pas référence, justement, à J.H. Brennan. Captiver par le récit et lui donner la volonté d'en connaître le dénouement via l'immersion. Il se contredit lui-même, parce qu'il dit ces pages liminaires visent. Puis tu passes et tu arrives après la virgule. Ces pages liminaires visent avant tout à captiver par le récit et lui donner la volonté d'en connaître le dénouement. Si on fait un raccourci, si on charcute un petit peu sa phrase, on est un peu dans la contradiction puisqu'on a des pages liminaires qui sont finalement partie intégrante du récit.
via son interpellation directe à la deuxième personne, c'est ça. Pas faux, car on a des livres qui se passent dans des jeux vidéo. Oh, oh, oui, j'étais plus dans le chat. Un petit follow pour le soutien, merci Arsène. Voilà, on a un extrait. Je veux pas le lire. Vous l'avez là sous les yeux. Si vous voulez, vous zoomez un peu, vous arriverez à le lire. Euh, je vous l'agrandis un peu si vous voulez. Voilà. Euh, je lis pas les extraits parce que sinon on va passer la nuit. Il s'agit aussi de provoquer l'immersion émotionnelle en créant un lien d'attachement fort entre lecteur et personnage. On a compris que on doit absolument, excusez-moi, on doit absolument créer ce lien. Certaines œuvres utilisent encore le fonctionnement de type jeu de rôle, en proposant également des pages de règles spécifiques pour des combats, des potions, des épreuves, par exemple le livre-jeu Astérix, le grand jeu. Ok. Je sais pas pourquoi il va chercher ces exemples-là, mais c'est pas grave. Très peu d'œuvres n'utilisent pas ce type de dispositif. Dans notre corpus, deux cas se distinguent. L'album Planète Bidule est entièrement rédigé à la troisième personne. Le dispositif interactif, comme les loups ardents, de G.H. Brennan toujours. Le dispositif interactif fonctionne ici par onglet. On peut supposer que cet amoindrissement de la fonction conative, je vais regarder ce que c'est que la fonction conative, est utilisé parce que l'œuvre s'adresse à un public plus jeune, grand format de l'album, primauté de l'illustration sur le texte, etc., dont la lecture est sans doute accompagnée. Il s'agit de ne pas trop déstabiliser le format interactif, entre guillemets, est déjà une nouveauté en soi. Une nouveauté. Hein. Alors, fonction conative met l'accent sur le destinataire du message. Ok, oui, c'est ça. Je me disais pas que ça me disait quelque chose, mais c'est de la théorie de la communication. C'est loin. J'ai étudié ça, mais c'est loin. C'est très loin. Donc, met l'accent sur le destinataire. Donc, oui, donc en fait, toutes les accroches dans les parties liminaires, là, ça relève de la fonction conative du message. Ok, d'accord. La seconde exception est issue du mystère des 8 éventails. La page de l'introduction ne présente ni le mode de lecture ni véritablement l'univers, mais se contente de faire référence à la fiction architectuelle. On aura un jeu de mots avec architecture. Celle de la Rose écarlate, ça c'est la bande dessinée, je laisse le roman interactif de la bande dessinée. Celle de la Rose écarlate, série de bande dessinée, voilà. Il s'agit en fait d'une sorte de hors-série. Voilà, le pacte de lecture sérielle de l'histoire en série se double ici, de toute évidence, d'un pacte de lecture éditoriale. Charabia pour dire que c'est de la, c'est un produit de fan service ou je sais pas comment. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un produit qui existe parce que c'est un produit on a un produit principal qui est la Rose écarlate, la bande dessinée. Puis on a décidé de faire un sous-produit et on a fait un livre-jeu. Voilà, plutôt que de faire une poupée ou un film, on a fait un livre-jeu. Il y a beaucoup de charabia pour expliquer ça. Pop, 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 pop. Je suis René, non pas René Descartes, mais né à nouveau. Je suis René. Les fictions à embranchement ont pour autre particularité un processus itératif. Ça aussi, itératif, c'est un mot que je connais, mais euh, mon cerveau est ralenti, itératif. Je sais ce que c'est. Voilà, qui se répète plusieurs fois, c'est ça, fréquentatif, ok. Qui est répété plusieurs fois. Itératif. Les fictions à embranchement ont pour autre particularité un processus itératif constitutif du genre. Oui, du fait que on a le récit qui peut se répéter, du fait de la reprise de la lecture. Des livres dont vous êtes le héros aux jeux vidéo, il est courant de devoir recommencer son aventure, de devoir renaître. Avant cela, le livre propose une fin, positive ou négative, généralement en 2 temps. La première partie, liée au récit, clôt le chapitre et la diégèse. La seconde partie fait intervenir le narrateur omniscient. Le narrateur omniscient, c'est un principe de narratologie. Je me demande si c'est pas Genette qui a développé ce truc-là. Mais le narrateur omniscient, c'est le fait que
celui qui raconte l'histoire connaît toute l'histoire. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il dit tout au lecteur. Voilà. Le meneur de jeu, ici, le narrateur omniscient qu'on compare à un meneur de jeu. Pourquoi il compare ça à un meneur de jeu? Le livre propose une fin. Il parle bien du livre-jeu toujours. Avant cela, le livre propose une fin. La première partie liée au récit, le chapitre et la diégèse, donc l'aventure. La seconde partie fait intervenir le narrateur omniscient, le meneur de jeu, qui commente le résultat du lecteur-joueur et l'invite, le cas échéant, à rejouer. Ah ok, peut-être dans la littérature récente, c'est vrai que peut-être j'en fais pas spécialement beaucoup, mais peut-être que dans les livres plus modernes, on a peut-être ces invitations à rejouer. C'est ce que j'ai fait aussi dans Effervescence au Palais Royal. Effectivement, à la fin de l'histoire, comme il dit, il y a la fin de chapitre et de diégèse, en fait, l'histoire avec une fin narrative. Et puis, il y a une espèce d'épilogue euh, où je dis, oui, voilà, vous êtes peut-être passé à côté de ci ou ça, ou vous avez peut-être obtenu ce mot de passe-là et vous n'avez rien su en faire, pourquoi? Et j'invite effectivement à ce moment-là le lecteur à reprendre l'aventure pour trouver plus d'infos. Donc, mais lui, il dit que il dit que c'est le meneur de jeu. Sans transition, il ne fait pas de référence au jeu de rôle, rien du tout. Il dit le narrateur omniscient dans sa position-là, dans le livre-jeu, c'est le meneur de jeu. C'est étrange comme transposition de cette fonction. Le meneur de jeu possède un statut particulier, marqué dans la typographie et le graphisme de la fin de chapitre qui font ressortir sa voix. Bah oui, genre, on va le mettre en caractère gras ou dans une autre police de caractère pour bien le distinguer. Oui. Par exemple, la fin du 13e chapitre des Aventuriers de l'étrange est divisée en 5 temps. La fin du récit, dans la même typographie, donc le même type de caractère, c'est ce que ça veut dire, clôt cette branche d'aventure. Le texte est suivi d'un cartouche. C'est un bidule qui met en exergue une espèce de rectangle ou quoi qui va mettre en exergue un élément de ce qui est écrit. Un cartouche en couleur indiquant le mot fin. Voilà, c'est ça. Comme un générique. Celui-ci est suivi comme un générique, ouais, j'aurais plutôt dit comme un game over. Là, pour le coup, le parallèle avec le jeu vidéo était intéressant. Celui-ci est suivi du meneur de jeu qui achève la partie. Son discours est représenté par une police de type manuscrite dans les tons de rouge. Il est divisé en 3 parties. Commentaire sur la lecture jeu. Dommage, ton enquête avait pourtant bien commencé. Prolepse qui annonce ce qui arrive au personnage joueur. Une prolepse. On va tous les faire, la métalepse, prolepse. C'est encore une fois des termes c'est du bon jargonnage de narratologique génétien. Euh, je vais vous le mettre à la prolepse. Prolepse. Mal écrit? Ok. Prolepse, en stylistique, c'est une attribution anticipée au sujet ou à l'objet d'un verbe, d'une propriété qui n'acquerront qu'une fois accomplie l'action exprimée. Attribution anticipée. Attribution anticipée. Donc du coup, il parle de prolepse. Dommage, ton enquête avait pourtant bien commencé. Ouais, c'est une prolepse. L'attribution anticipée. Ouais, je sais pas. Qui annonce ce qui arrive au personnage lecteur. Ah, peut-être après quelques jours en observation, tu sortiras de l'hôpital pour découvrir que ton ami Ewan est rentré chez lui. Ah, ok. Enfin, ce narrateur titille le lecteur en le mettant au défi. Ce qu'il s'est passé, ça, tu ne le sauras jamais. À moins que tu ne reprennes cette enquête depuis le début, en faisant preuve d'un peu plus de prudence. Le narrateur assume toujours ses 2 fonctions principales, narrative et de régie. Ah bon? Il organise le récit, c'est une fonction de régie. Okay. Si ce procédé utilise aussi la fonction méta-narrative, mise en évidence de la clôture du récit et éventuel renvoi à une suite ou un recommencement, bah, méta référence interne au récit, le récit qui fait allusion à lui-même, et évaluative, c'était bien ou c'était pas, t'as raté ou t'as réussi, quoi. Pour impliquer directement le lecteur en s'adressant à lui et non plus au sujet de la fiction. Cette portée connative de la clôture donne
un nouveau statut au narrateur qui vient en quelque sorte rompre le quatrième mur, signaler une des fins possibles du récit, mais tenter aussi de repousser la finitude de l'objet livre. Ok. On est quand même dans le jargonnage ici. Je m'attendais à un truc un peu plus, quand même un peu plus accessible. Mais bon, parfois on est quand même un peu dans le jargonnage excessif. Donc donne un nouveau statut au narrateur qui vient en quelque sorte rompre le quatrième mur. Ok. Tenter de repousser la finitude de l'objet livre. Dans le sens où c'est comme c'est itératif, comme il disait, ça revient en boucle. Forcément, donc on a tendance à vouloir que ça ne termine jamais. Jette un œil tout doucement au Discord pour voir qui est. Pour l'instant, je ne vois encore personne qui arrive. Ok. Smarty sera un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On va continuer. Les fins positives sont construites autour d'un champ lexical de la récompense. Et les encouragements au lecteur ne manquent pas, parfois rehaussés par la typographie. Je sur les majuscules et la ponctuation expressive. Les fins négatives sont construites sur le même principe autour du champ lexical de la malchance. Un champ lexical, c'est un répertoire de vocabulaire qui tourne autour d'une même notion, en l'occurrence la récompense et l'échec. Quelle fin tragique. Tu as pourtant tout fait pour éviter ce naufrage. Allez, ne t'en veux pas, répare ton navire et vogue vers une nouvelle aventure. Ta chance peut tourner. Mais il s'agit également d'encourager le lecteur à rejouer et à activer d'autres chemins laissés à l'abandon. L'enjeu narratif est de continuer à produire de l'engagement, à susciter un effet de curiosité face à l'incomplétude du texte, comme dans le jeu vidéo qui possède une dimension sisyphéenne. Référence au mythe de Sisyphe où il répète toujours le même travail inlassablement. Je crois que c'est le titan qui pousse un rocher là, et puis ce rocher, parce qu'il tombe dans un trou, et puis le rocher réapparaît et il doit recommencer chaque fois son travail sans fin. Je pense que c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, comme dans le jeu vidéo qui possède une dimension sisyphéenne, créant de la frustration et donc l'envie de rejouer, les narrations interactives se doivent d'encourager la relecture dans la mesure où l'échec fait partie du jeu. Les auteurs doivent, on aurait parlé de principe de rejouabilité. Les auteurs doivent exhorter à la relecture et trouver des incitants pour que celle-ci ne soit pas qu'une simple répétition régressive, mais une vraie reprise progressive qui stimule l'imagination. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de fictions se jouent du happy ending et en viennent à provoquer le lecteur. Le meneur de jeu peut alors utiliser un ton cynique. Donc le meneur de jeu, le narrateur, moi je suis absolument pas d'accord du tout avec cette transposition brutale de... Ça reste un narrateur. Ça reste un narrateur. Je vois pas pourquoi il faut dire un meneur de jeu. Absolument pas du tout euh, réaliste. On va leur utiliser un ton cynique ou ironique pour défier le lecteur. Ainsi, dans Elijah, tu avais déjà écrit ton épitaphe? Si ce n'est pas le cas, il y a des zombies à viser à la page 111 qui pourront t'aider. Sinon, retourne au départ. Tu la connais, l'histoire de Paf le karatéka? Ben, c'est toi. Allez, fais pas cette tête, reprends à la page 82 ou commence une autre histoire. Dans Pirate, mais enfin, le nombre de têtes de mort ne vous a pas fait réfléchir. Vous êtes mort, déchiqueté par les corbeaux noirs. Vous pouvez recommencer votre aventure en 1. Une série de citations. La conclusion dont vous êtes le héros. Ah, au moins on l'aura lu jusqu'au bout. La conclusion, je vous montre quand même rapidos, voilà quelques. Je vous mets à l'écran les appels de notes. Bon, vous pouvez voir que c'est quand même bien documenté. Ça va chercher à des sources dont on n'a pas l'habitude. On a ici, je sais pas moi, un exemple. Madeleine Denis et Grégory Blot, l'explorateur. Ah oui, non, ça c'est un des livres-jeux. Déjà, ces livres-jeux qu'il prend en référence ne sont pas les classiques. Donc il va chercher dans les trucs plus modernes, de l'époque où il a écrit ça. Voilà, c'est cohérent. C'est cohérent. Ça fait une photographie contemporaine de son sujet d'étude. C'est intéressant. Mais il va aussi prendre voilà, Olivier Lejade, l'attitude ludique, dans la fabrique des jeux vidéo, au cœur du gameplay. Voilà. Il y a d'autres trucs, il y a des articles de magazine Plateau, aussi tout ça. Il y a des sources intéressantes, des sources qui ne sont pas habituelles. Voilà. Il a bien aimé l'article de Boris Solinsky, apparemment. La conclusion dont vous êtes le héros. Les littératures à embranchement sont tiraillées.
entre quatre pôles qui permettent au genre de se renouveler. Je ne sais pas pourquoi elles sont pas tiraillées. Je sais pas. Les naissances et renaissances du lecteur sont à ce titre exemplaires. Premier pôle, le jeu, le pôle jeu. Le principe de ce type de littérature est, sauf exception, d'être lu seul, ce qui rend le jeu solitaire. Bien vu. Mais il s'agit bien là d'une littérature ludique, dans la plupart des cas, puisque l'on a des énigmes à résoudre, des labyrinthes à franchir ou encore des quiz. Je ne comprends pas le mais. Mais il s'agit bien là d'une littérature ludique. Pourquoi est-ce que l'un exclurait l'autre? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'amuser tout seul? Pas qu'on fait des mots croisés. Tout seul. Mais les incipits sont aussi le lieu où vont se nouer les règles et les conventions du jeu. Je suis pas tout à fait. Enfin, ça dépend. Ça dépend s'il y a des éléments, comme il dit, des éléments d'accroche. Ça dépend si ces éléments sont là ou pas. Ça dépend si c'est travaillé de manière plus littéraire, plus narrative, ou si c'est juste explicatif. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une incipit? Pour moi, l'incipit, c'est vraiment les premières lignes, l'entrée en matière qui va captiver, effectivement, qui a cette fonction de devoir captiver le lecteur et d'inscrire le pacte littéraire entre l'auteur et le lecteur. Et immédiatement, que le lecteur s'y retrouve et sache dans quoi il est embarqué. Et en même temps, ait envie de connaître la suite. Pour moi, l'incipit, il a ces deux fonctions-là. Encore une fois, corrigez-moi si je me trompe. Moi, l'incipit a ces deux fonctions-là. Est-ce que, dans tous les cas, on peut considérer les règles dans le livre-jeu comme l'incipit? C'est une question. Une question. C'est ouvert. Donc les incipits sont aussi le lieu où vont se nouer les règles et les conventions du jeu. Suivant les cas, les règles, formes et limites du jeu sont intégrées à l'œuvre dans une série de pages liminaires, mais elles peuvent être intégrées dans le cours de la narration, comme c'est le cas dans les bandes dessinées dont vous êtes le héros. C'est aussi le cas dans, par exemple, Les Messagers du Temps. Généralement, celle-ci débute par 6 planches qui exposent le récit initial et font entrer le lecteur dans la fiction avant que le livre ne lui demande de faire un choix, d'incarner un personnage, puis lui expose les règles du jeu. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il ne parle pas du principe du tutoriel dans les jeux vidéo. C'est ça, on t'explique comment ça fonctionne tout en recommençant déjà l'histoire. Parfois, on a des tutos qui sont en dehors de l'histoire. On fait un tuto qui est à part, un espèce de bac à sable tutoriel, et puis après, on te fait faire la vraie histoire. Mais il y a aussi des jeux vidéo où tu as d'abord un tuto, et puis tu es directement lancé dans la suite. Ça existe dans le livre-jeu. Le Message du temps, c'est ça. Tu as un tuto, c'est rare, et en même temps, tu es embarqué dans l'histoire directement, et voilà, il n'y a quasi pas de transition. Euh, Naître dans la littérature à embranchement. On parle du lecteur, là. Naître et renaître, hein, c'était. Naître dans la littérature à embranchement, c'est avant tout connaître et intégrer les conventions propres au genre fictionnel et à son univers. Convention d'univers, ce que les personnages peuvent savoir, et sur les personnages, sur son univers et sur les personnages. Ok, qui sont les héros. Et sur les histoires, ce qui peut se passer ou pas. Enfin, lire une œuvre à embranchement, c'est davantage une sensation et une expérience de trajet que de projet. Oui, pourquoi? Cela rejoint en quelque sorte la dimension matérielle de l'œuvre. Mais quel est le propos? Pourquoi dit-il cela? Note 27. Donc, une citation de Patrick Vaudet qui vient de commencer Variation sur l'idée. Donc, Variation sur l'idée de commencement. Ok. C'est un livre sur le commencement. Il nous dit, sans exclure le projet qui peut lui donner son impulsion de départ, le trajet. Ok, sans exclure le projet qui peut lui donner son impulsion de départ, le trajet s'en distingue par sa temporalité concrète, son rythme variable, sa progression non linéaire, par à-coups et bifurcation davantage que par approximation progressive de l'idée initiale. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Ah oui, une expérience de trajet que de projet. Pourquoi ce serait une expérience de projet? À quoi il compare ça? Il manque l'élément de comparaison de pourquoi il dit ça. Alors, le pôle roman. Le format du livre. Roman et puis il parle de format. Déjà, ça me titille. Le format du livre ou de l'album est une contrainte que les auteurs tentent de déjouer par divers procédés. Les conventions éditoriales du genre font que le lecteur est interpellé dès la couverture par une adresse.
une adresse au lecteur, je suppose. Mais la couverture est aussi un lieu où se joue le make-believe à l'aide de visuels qui donnent également le ton de l'aventure. Une main tendant un pistolet dans Hold Up, par exemple, une loupe entourant la mention, joue les détectives et mène l'enquête dans les Cluedo. Bah oui. Dans les Incipit, un savant mélange visuel et textuel brouille les voies de l'énonciation. Donc règles, conventions et entrée dans la fiction. Brouille les voies de l'énonciation. Donc l'énonciation, c'est aussi le récit, hein, je pense. À l'énonciation, en termes de narratologie, ça équivaut peu ou prou au récit. Je vais énonciation, narratologie, la voie narrative, stratégie énonciative, énonciation, énonciation et narration. Est-ce qu'on aurait ok. Énonciation, narratologie, définition, dictionnaire illustré de narratologie, à mon avis. Il sera en ligne? Ah, des extraits. Il y a peut-être énonciation avec un peu de chance. Il y a peut-être énonciation dedans. Énonciation. Non. On a essayé. Hein. Mais ouais, mais je crois que c'est ça. Je crois qu'on parle d'énonciation, mise en intrigue, énonciation, après on parle du fait d'énoncer, donc de réciter le récit, quoi, si j'ose dire. Stratégie énonciative et pratique d'écriture. Ouais, on s'en fout. C'est difficile de trouver des infos là-dessus. Hop, hop, hop. Donc, dans les Incipits, un savant mélange visuel et textuel brouille les voies de l'énonciation afin de mieux suspendre l'incrédulité du lecteur et de lui faire accepter le pacte fictionnel. Donc, je parlais tout à l'heure de pacte entre l'auteur et le lecteur, c'est ça. Le pacte fictionnel, c'est une notion équivalente. Le fait l'auteur lit le lecteur dans un pacte, il ne peut pas l'amener ailleurs que là où il lui a promis de l'amener. Voilà, en gros. Ce mélange des genres rapproche l'œuvre du jeu de rôle. Oui, je sais pas. Les incipit et excipit, j'imagine l'équivalent, mais à la fin, comment l'histoire est clôturée. Les incipit et excipit des littératures à embranchement jouent avec les fonctions de protension, donc c'est l'attente de ce qui va arriver, et de rétention, c'est la mémoire de ce qui s'est passé. Ouais. Parce que dans le non-linéaire, forcément, on est dans le suspense, enfin la tension narrative permanente entre l'avant et l'après. La relecture à laquelle incite ce type d'œuvre ne peut être naïve ou innocente. Si l'incipit fictionnel est souvent in medias res, les pages liminaires servent à faire entrer le lecteur dans les coulisses de la fiction, à lui montrer en quelque sorte comment tirer les ficelles du récit. Je vais quand même aller vérifier in medias res pour être sûr qu'on se comprenne bien avec ça. Mais je suis plus certain. L'expression latine qui signifie littéralement au milieu des choses, oui, mais encore. C'est in media. Ici, j'ai in media. J'avais lu tout à l'heure in media res. Et là, c'est. Et lui, il est écrit in medias res. Parce que média, je veux dire, le latin, j'ai fait du latin. Donc, média, c'est le pluriel de médium. Et mais, en l'occurrence, médias, ça n'existe pas. Ou alors, ça voudrait dire que c'est un féminin, média, à l'accusatif, médias. Sauf qu'ici, c'est média, pluriel nominatif au vocatif ou à l'accusatif, pluriel de médium. Donc, quand je l'avais lu, j'avais lu mediares, et puis je m'étais rattrapé parce que j'avais lu écrit medias res. Ah bon. Mais en fait, je pense que c'est bien in mediares, au milieu. Surtout que média, ici, c'est à mon avis, c'est un adverbe qui veut dire au milieu. Hein, mais in mediares, au milieu, res, bah, la chose ou les choses, ça se décline pareil au singulier, au pluriel, ça s'écrit res. Ouais. Au milieu, ça veut dire quoi? Au fait, désigne la technique narrative
consistant à plonger directement le lecteur ou le spectateur au cœur de l'action. Une médiaresse. Dans le feu de l'action, on aurait pu dire. Quoi. Ouais. Donc de babiller. Jargonnage. Pour moi, là, on est quand même dans le jargonnage. Jargonnage avec une faute d'orthographe, manifestement. Donc les pages liminaires servent à faire entrer le lecteur dans les coulisses de la fiction, à lui montrer en quelque sorte comment tirer les ficelles du récit. C'est ça. Voilà. Là, on touche à un truc. On essaye de donner au lecteur cette fonction-là, de tirer les ficelles du récit. La fiction peut être aussi mise en abîme dans une métafiction, dans le sens où elle se commente et fait référence à elle-même. Dans la BD Chevalier, ça je l'ai aussi, la case 307, fin possible du récit, fait référence au livre qui possède une suite et fait ainsi sortir le lecteur de la fiction. Extradiégétique. 3. Dans Pirates 135 se trouve une allusion à la possibilité de gagner la collection complète des albums Macaca. L'éditeur, donc. Le même type de connivence avec le lecteur était déjà à l'œuvre dans l'album-jeu Les 100 travaux d'Hercule. Nul doute que, dans des milliers d'années, des enfants liront vos exploits dans des livres-jeux. Ce jeu existe aussi dans les romans. Ta dernière heure a sonné, mais comme on est dans un livre, tu peux retourner à la page 128 et recommencer l'aventure. Blablabla. Blablabla. Ok. Il reste 2 pôles à lire et on a fini la conclusion, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, donc je vais. Ok, on a bientôt fini. Je vais tracer, comme ça, je vais tracer. Non, roman, on vient de le lire. Voilà, jeux vidéo, je trace. Je trace, je vais jeter un coup d'œil au Discord. Ok, donc ils sont pas encore arrivés. Tout va bien. Quelque part, on est dans le temps par rapport à l'agenda général. Du latin mediare. Ah, tu nous dis être au milieu d'eux. S'interposer. Bah oui, aussi. La médiation, selon son sens ordinaire, réside dans l'action de servir d'intermédiaire entre deux êtres, deux termes. Exactement. Exactement, oui. Mediare, c'est le verbe, effectivement. Les compétences du lecteur. Les compétences du lecteur, comme celles du joueur, peuvent être interprétées en termes de pouvoir faire, savoir faire, vouloir faire et devoir faire. Les deux premières modalités, donc pouvoir faire et savoir faire, appartiennent au système de jeu. Ici, les incipit et excipit, là où les deux suivantes appartiennent au lecteur, même si le vouloir faire, jouer, renaître, et le devoir faire, donc les deux autres, sont aussi mis en jeu par la voix narrative des excipits. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Les incipits renvoient aussi aux dimensions du game, structure de jeu, et au play, attitude ludique constitutive du gameplay, bien connu des fictions vidéoludiques. Les littératures en embranchement possèdent toutes un gameplay générique que certaines œuvres parviennent néanmoins à faire évoluer, notamment la série Le Docu dont tu es le héros. Il aime bien celui-là. Je vais vous en montrer un pour le coup. Ouais, les docus dont vous êtes le héros. Ici, Mission Résistance. Mission Dinosaure, hein, on est un paléontologue. Et Mission Pompéi. Ouais, j'en ai quelques-uns. Euh, si on ouvre, bah, on voit que voilà, les paragraphes, les sections sont assez dégagées. C'est lisible. Il y a des éléments de couleur, des éléments de changement typographique, comme il disait. Les fameuses parties liminaires. Hein. Je sais pas. Faudrait se renseigner sur les termes exacts de l'architecture du livre. Et moi, les parties liminaires, j'ai toujours considéré ça comme étant les parties avant la page de titre et jusqu'à la page de titre, éventuellement. Mais là, la page de titre, elle est dépassée. Donc, est-ce qu'on est dans du liminaire? On est peut-être dans du liminaire par rapport à l'aventure, certainement. Voilà, la carte, une petite carte couleur, hein, de la côte de l'Italie, où se trouve Pompéi.
Voilà, petite parenthèse. Il est cité quand même assez régulièrement, cette série-là, donc ça valait peut-être le coup de les montrer. Oui, désolé, je suis dans le noir, il fait un peu sombre, j'ai pas envie d'allumer la lumière, sinon je vais encore avoir les yeux qui explosent. Mais là où les littératures en branchement contemporain innovent, c'est qu'elles puissent dans leur remplaçant historique, le jeu vidéo, remplaçant historique, ouais, des moyens de renouveler leur expérience fictionnelle. C'est ainsi que, outre un premier degré explicite en fin de chapitre récit, Game Over, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Game Over dans Cassandre, page 127. Ok, les bandes dessinées dont vous êtes le héros et certains albums font référence à l'univers du jeu vidéo et plus spécifiquement au point and click. Dans les BD, il faut sans cesse repérer des chemins à suivre numérotés dans le dessin, mais aussi des objets qui sont source de narration et renvoient vers un paragraphe case suivant. Il s'agit aussi de repérer des détails cachés à comptabiliser et qui permettent d'avoir plus de points de victoire en fin de lecture-jeu. Comme dans un jeu vidéo où tu as des quêtes secondaires, enfin, comment des espèces de quêtes secondaires et des objectifs autres que celui de découvrir la fin narrative du jeu. C'est notamment le cas dans Sherlock Holmes. Le lecteur est donc invité à exercer son regard au-delà du seul texte dans le dessin et la narration. Et la narration, donc dans le dessin, virgule, et la narration le lui rappelle. Ouvrir l'œil, c'est aussi l'opportunité de débusquer des passages secrets et des objets utiles pour votre quête. C'est effectivement assez présent dans les bandes dessinées de Macaca. L'œuvre de fiction peut aussi proposer une complémentarité multimédia, comme dans Prince et Chevalier, à lire avec une application permettant de voir le livre s'animer. Ou dans Sherlock Holmes, qui propose de résoudre une énigme parallèle et d'envoyer la réponse à une adresse courriel avant de poursuivre l'intrigue. Enfin, le processus vidéoludique est explicite dans Your Town, où l'on peut recommencer sa lecture à des étapes antérieures, mais pas initiales, sorte de sauvegarde en cours de partie. Le lien est encore plus flagrant quand le livre nous annonce que l'on a débloqué le mode Bandidos et que l'on peut reprendre une partie avec de nouvelles consignes. Le degré de difficulté est ainsi augmenté et on atteint en quelque sorte le niveau supérieur. Allez, sans spoiler, dans Référence au Palais Royal, j'ai installé un petit truc comme ça, faut tomber dessus. Effectivement, je joue avec les règles et il y a moyen de rejouer l'aventure en ayant un élément de règle qu'on n'avait pas au départ. J'ai spoilé tout le monde. Mais faut le trouver, faut le trouver. Sam Smackbar, tu ne peux pas te connecter au Discord. Discord en PLS. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu Smarties qui disait je serai là pour 20h15. Et puis effectivement, je vois personne dans le général. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Discord est cassé. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, je termine l'article. Là, j'ai un paragraphe à lire. Le pôle jeu de rôle, donc on constate un retour aux fondamentaux avec une insistance accrue sur le rapport avec le meneur de jeu, donc le narrateur. Les marques de son existence sont omniprésentes, tutoiement ou vouvoiement, question, exclamation, suspense et supervision, légende, bravo, non, ça c'était la citation, et suspension, pas supervision, suspense et suspension. Tout court à la fonction conative pour sans cesse relancer le lecteur et l'interpeller. Il s'agit là d'un pacte de lecture spécifique qui vise à rappeler au lecteur son triple statut. Dans ce type de récit, il est lecteur, héros et co-auteur. Encore une fois, co-auteur. J'ai déjà vu cette notion-là et je ne l'aime pas parce que il n'est pas co-auteur. Il a pas écrit la typographie, il n'a pas écrit les mots qu'il y a dans le livre. Euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça. À défaut, on n'a peut-être pas mieux pour le moment, mais co-auteur. Quand on écrit un livre à deux, je sais pas moi, euh, Oliver Johnson et Dave Morris, je sais pas, ils étaient peut-être co-auteurs sur certains bouquins. Voilà, ils ont écrit ensemble. Mais le lecteur, à quel moment il devient un co-auteur? Je comprends l'idée, mais est-ce que c'est le bon mot? Je suis pas sûr.
Dans le même ordre d'idée, le temps de la lecture devient celui d'une aventure. Et ce syntagme revient à de nombreuses reprises, notamment dans le prétexte éditorial ou dans les interventions narratoriales en début de livre ou en fin de récit. Le lien avec le jeu de rôle est aussi explicite quand il s'agit de composer son personnage et de tenir sa feuille de personnage. Cette caractéristique spécifique à la première génération des livres dans le héros avait progressivement disparu, mais refait son apparition dans les récits à connotation fantastique, mais aussi dans les BD dans le héros. Qu'est-ce qu'il raconte? D'une certaine manière, les documentaires dont tu es, donc les tuer le héros dans la peau 2, etc., recyclent cette nouvelle des personnages par le biais de points à gagner au fur et à mesure de la lecture. Encore une fois, est-ce qu'on est dans le... Parce que lui, il part du principe qu'on est dans l'élément jeu de plateau, le souvenir au début, et que les points, etc., où est-ce qu'on est dans les points à gagner, les récompenses, comme un bon point qu'on donne à l'école, tu vois? Est-ce qu'on est dans le pédagogique, dans le psychologique, ou est-ce qu'on est dans le ludique? La frontière est fine, et on sait que dans l'histoire des livres-jeux, on avait vu que à l'époque des expériences, des développements de la psychologie humaniste, par exemple, ou les expériences comportementalistes de Skinner, on avait vu qu'il y avait la psychologie qui étudiait beaucoup les capacités des humains à faire des choix bons ou mauvais, récompense, punition. Est-ce qu'on est dans le jeu? Est-ce qu'on est la variable, la caractéristique jeu de plateau, de la feuille, de la fiche de personnage, ou est-ce qu'on est dans la catégorie récompense, flatter l'ego, donner envie d'en avoir plus parce qu'il y a ce jeu émotionnel qui est là. On pourrait presque dire hormonal. La frontière est fine, mais ça se pose, ça se pose. Enfin, les pages liminaires visent à créer de l'empathie avec le personnage qu'il s'agira d'incarner. Toutefois, ce n'est pas la similarité ou la description superficielle du personnage qui crée l'empathie du lecteur-joueur, mais bien la compréhension de ses objectifs et de ses motivations. C'est pour cela que naître dans les littératures à embranchement nécessite un appareil péritextuel, donc des choses qui gravitent autour du texte, parfois assez complexe, mais qui pose l'ensemble des règles et conventions de lecture. Je suppose qu'il fait référence à un petit dé par-ci, un petit icône par-là, un petit élément, la feuille de personnage en elle-même. Voilà. En somme, la renaissance du genre des littératures à embranchement ces 10 dernières années, puis encore davantage, donc 10 dernières années, on est en 2018, donc voilà, puis encore davantage aux 4 sources de ce type de récit afin d'en renouveler le genre et l'expérience. Les pages liminaires, incipit et les fins de récit Excipit sont des passages exemplaires à ce titre. C'est là que le nouveau maître du jeu, il disait maître de jeu, maître du jeu, joue avec le lecteur, maître du jeu. Véhiculé, ça, comme jeu de mots, ça. Allez. Mais ce n'était point ça. Ce n'était point ça. Mais voilà, c'est pas que j'ai apporté des éléments de débat. En fait, voilà, moi j'ouvre le débat. Il y a des éléments que j'ai repris en me disant, ouais, là je cale, là il y a moyen de négocier, il y a moyen de débattre. La question est ouverte. J'ai pas dit c'est de la merde, comme j'ai pu le faire avec d'autres. Ici, je trouve que c'est quand même bien ficelé. C'est quand même ce qu'il raconte. Il a quand même pris son temps à étudier. Euh, Trop de jargonnage. Là, c'est clair. Pour moi, il y a des moments où il place des mots comme si c'était des publicités, des placements de produits, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais par contre, il y a de l'idée, mais ça doit se débattre. Voilà. Il n'y a rien de fini dans tout ce qui est dit là-dedans. C'est une analyse en 2018 de la situation à ce moment-là, qui est très intelligente et qui permet de s'ouvrir à un certain débat. J'espère que ça vous a plu. Il est très cher, 40 €. Qu'est-ce qui est cher? Je ne connaissais pas ce bouquin. J'ai loupé la discussion. Ah oui, j'avais dit, parlant de bouquin, j'avais dit que je vous montrerais le labyrinthe. Je le réinsère quelque part ici. Vous allez le voir. Là, vous voyez une image de labyrinthe. Les labyrinthes, figure essentielle de la psyché humaine, ça c'est le titre du podcast de France Culture. Une chaîne que j'affectionne tout particulièrement, Radio France, sur le site radiofrance.fr, France Culture. On peut l'écouter.
Voilà, le labyrinthe évolue au fil du temps, passant de symboles de prison à des métaphores de liberté. Le livre Les labyrinthes de pas de, c'est sous la direction de Malek Abou explore les diverses dimensions des labyrinthes. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que voilà, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il montre bien qu'on peut faire du labyrinthe à peu près tout ce que l'on veut, une prison, mais également, et c'est le cas dans les cathédrales, notamment celle de Chartres, une sorte de métaphore du trajet vers le salut du pèlerinage intérieur. Ce livre contient également de très belles méditations littéraires. C'est un livre à lire et non pas uniquement à consulter. Lyon, Paris, Venise étant pour Malek Aboud les symboles de la ville labyrinthe dans laquelle on se délecte à se perdre. Il parle également des écrivains qui se sont eux perdus dans les labyrinthes poétiques. Borges, Ardelet, Calvino. Et c'est là que ça doit être intéressant. Voilà, en fait, c'est une des premières, peut-être la première monographie sur le sujet du labyrinthe, pas seulement architectural, mais au sens symbolique du terme. Et on parle aussi du labyrinthe littéraire. Alors, j'ai des gros doutes quant au fait qu'on y parle du labyrinthe de la mort ou de l'épreuve des champions. Mais, on parle quand même de Borges et de Calvino, donc il doit y avoir pas mal de sections où on aborde l'idée de labyrinthe littéraire. Et le pourquoi du comment, et voilà. Donc, ne serait-ce que pour ça, moi je pense que je vais acheter le bouquin et que je vais au moins lire ces passages-là. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, le livre en lui-même, les coordonnées du livre, c'est euh, un collectif paru aux éditions Bouquin. Si je clique sur édition Bouquin, il va me mettre le site où il va. Voilà, les labyrinthes. Vous le voyez, les labyrinthes sous la direction de Malek Abou. Collection Bouquin. C'est édition ou collection Bouquin finalement? C'est Bouquin, c'est très clair. Donc, c'est des éditions Bouquin dans la collection qui s'appelle La Collection. À mon avis, c'est une connerie de ce genre. Ce volume est le premier consacré avec une telle ampleur à un motif universel et intemporel, le labyrinthe. Voilà, de son apparition originelle sur quelques parois paléolithiques à ses applications les plus récentes dans l'industrie du jeu vidéo, cette figure d'une inépuisable richesse symbolique n'a cessé de fasciner l'humanité à travers les mythes, les récits et les fantasmes qu'elle a suscités. Voilà. Voilà, donc pour les mordus du sujet, comme moi, peut-être que ce livre pourrait être une source intéressante de réflexion. Pop, 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 euh, Toujours pas de mon côté, Smarties. Alors, est-ce que le Discord. Oui, donc on a le problème du Discord là qu'on n'arrive pas. Ah, bah, vous y êtes là dans le Discord apparemment. Vous y êtes là. Ok, bon, on va. Je vais bazarder un petit générique. Voilà. Une interview de Malek Abou, bien sûr, oui, tout à fait.